Bonjour. Alors, je suis très honorée d'animer cette table ronde avec des intervenants d'autant de grande qualité. Donc, je voulais vous présenter d'abord Angèle Pasquier, directrice grande clientèle Caisse d'épargne Normandie, partenaire du LH Forum. Je voulais vous présenter aussi Michel Derdevé, secrétaire général Enedis, mais qui est aussi professeur à Sciences Po Paris et professeur au Collège d'Europe de Bruges, Myriam Maestroni, présidente d'économie et d'énergie, Monsieur le maire de Nancy, Laurent Hénard, Monsieur le maire de Vichy, Frédéric Aguilera, et enfin Jules Léla, qui nous parlera évidemment de Côte d'Ivoire, parce que vous êtes directeur exécutif Assemblée des régions et districts de la Côte d'Ivoire. Merci infiniment d'animer avec moi cette table ronde. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des véritables problématiques d'énergie, parce que l'énergie est omniprésente dans notre vie quotidienne et économique. On ne peut plus se passer d'énergie, et l'objectif, c'est comment justement passer de cette transition énergétique à une transition écologique. Donc Angèle Pasquier, directrice grande clientèle des caisses d'épargne de Normandie, la caisse d'épargne et la transition énergétique, pouvez-vous brièvement vous présenter et présenter la caisse d'épargne et comment vous accompagnez les territoires vers cette transition énergétique? Bonjour à tous, Angèle Pasquier, donc directrice commerciale depuis 25 ans en activité, préalablement plutôt dans la finance. Donc avant de commencer, je voulais expliquer pourquoi les caisses d'épargne sont partenaires et pourquoi nous croyons justement dans la transition énergétique et l'économie positive. Depuis les créations des caisses d'épargne, il y a maintenant 200 ans, les caisses d'épargne se sont engagées dans le développement, de projets d'envergure pour accompagner le territoire, mais aussi pour aider les plus démunis. Cet engagement, qui est à la fois historique et philanthropique, trouve ses origines dans notre ADN, dans notre identité et bien sûr dans notre ancrage territorial. La raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui. Très concrètement, depuis leur création, les caisses d'épargne ont par exemple financé les jardins ouvriers, ont financé les bains-douches. Et plus près de nous, ici justement au Havre, Jules Siegfried, homme politique au début du XIXe siècle, homme politique, entrepreneur, mais aussi innovateur, a lancé les HBM. Alors vous allez me dire, c'est quoi les HBM? Les habitats bon marché, ce qu'on appelle aujourd'hui les sociétés d'HLM. Donc très concrètement, il y a beaucoup d'éléments qui sont produits ici. La Caisse d'épargne Normandie entend justement concilier l'engagement du territoire et le développement économique. Et la Caisse d'épargne Normandie, qui je vous le rappelle est la seule banque normande, 100% normande, où l'ensemble des décisions sont prises ici en Normandie et qui s'adresse à l'ensemble des acteurs de l'économie sociale, que vous soyez particulier, professionnel, entreprise, collectivité, nous adressons à l'ensemble du territoire. Et ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est que l'ensemble des décisions concernant soit le financement, soit l'investissement, soit des placements, toutes les décisions qui concernent des projets normands sont prises ici en Normandie. Alors justement, quels sont les moyens mis en œuvre par la Caisse d'épargne? Est-ce que vous avez des exemples concrets à nous communiquer pour favoriser cette transition énergétique? Alors tout d'abord, la Caisse d'épargne agit sur son territoire en tant qu'entreprise. Avant d'être une banque, nous sommes une entreprise. Et donc nous avons une politique RSE très engageante, très dynamique, notamment tout ce qui concerne les déplacements, les modes de transport alternatifs. Donc nous avons une plateforme de covoiturage, des voitures électriques, des vélos électriques. Donc ça, c'est les actions que nous entreprenons en tant qu'entreprise pour aider notre territoire dans la transition énergétique et justement pour réduire les gaz à effet de serre. Aussi, nous avons 220 agences sur l'ensemble du territoire, ou points de contact. Et cela permet aussi aux Normands de réaliser moins de kilomètres pour venir nous voir et aussi aux collaborateurs de faire moins de kilomètres pour aller sur leur lieu de travail. Vraiment, nous favorisons donc, essayons de réduire les gaz à effet de serre. Et en tant que banque? Alors, en tant que banque, nous intervenons sur deux leviers, à la fois en tant que financeur, mais aussi en tant qu'investisseur. Nous sommes le premier banquier auprès des collectivités locales et des bailleurs sociaux.
Alors, j'ai le plaisir de pouvoir partager avec vous 2 projets emblématiques sur lesquels nous sommes intervenus, en accord avec nos clients, bien sûr. Alors, le premier concerne le projet de méthanisation, qui a lieu, donc un projet de biogaz, une centrale de biogaz qui est en train d'être construite au Neubourg par la société Volvé, qui est le maître d'ouvrage, l'exploitant et qui sera aussi, qui s'occupera de l'entretien. Alors, grâce à cette centrale de biogaz, 25 000 tonnes de déchets pourront être traités par an. Et pour la petite histoire, le biogaz qui sortira donc de cette usine, servira pour chauffer la piscine de Neubourg. Donc ça, c'est le premier projet emblématique dans lequel nous sommes financeurs. Et le deuxième, qui est un projet, pas dans l'Eure, mais justement maintenant dans la Manche, c'est à Cherbourg, justement. Et là, nous sommes à la fois investisseurs, puisque nous avons un partenariat avec la Schéma, qui est une société d'aménagement en Normandie, qui fait également du portage foncier. Nous sommes au capital de cette SEM. Et le projet d'envergure dont je vous parle, c'est la création d'une usine à Cherbourg, sur le port, qui va construire les pales d'éoliennes les plus longues, jamais construites jusqu'à ce jour, 107 mètres de long. C'est un Danois, une société danoise qui va fabriquer ces pales, LM Wind, qui est une filiale du groupe General Electric, que je ne présente pas. Et ce projet emblématique devrait créer 500 emplois directs et 2000 emplois indirects. Alors justement, comment vous accompagnez les décideurs justement dans cette transition-là? Alors justement, nous avons l'ambition d'intervenir à la fois auprès des collectivités locales, puisque nous sommes le premier financeur des collectivités locales, des bailleurs sociaux, des entreprises. Et notre directoire a une vision très claire sur la stratégie, à savoir partager, être le véritable partenaire et catalyseur de projets en ce qui concerne tout ce qui est à l'infrastructure, donc infrastructure portuaire, mais aussi infrastructure le long de l'axe Seine. Agir et participer sur toutes les innovations dans le domaine du numérique, du digital et bien sûr des moyens de paiement, puisque c'est notre cœur de métier. Et enfin, sur les énergies renouvelables. Nous avons des experts en région qui peuvent justement aider les porteurs de projets pour agir et pour vous financer, parce que souvent les projets, nous le verrons par la suite, sont très complexes à monter, où il y a beaucoup d'acteurs qui sont autour de table, et il est important de réunir tout le monde justement pour proposer un montage qui soit le plus simple pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Alors je passe la parole à Michel. Michel, vous êtes aussi auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Énergie pour des réseaux électriques solidaires », tout un programme. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'abord Enedis, s'il vous plaît? Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Enedis, donc, c'est la société qui gère, exploite, maintient, selon les termes classiques, le réseau de distribution. Alors, le réseau de distribution d'électricité, en 2 mots, c'est ce qui part de votre compteur et qui arrive jusqu'à des postes électriques qui relient ce réseau au réseau de transport. Le grand réseau électrique qui, lui, est interconnecté avec les pays voisins. Dans le réseau de distribution, c'est ce qu'on appelle en termes techniques la basse et la moyenne tension. C'est 1 200 000 km de lignes en France, c'est colossal. Et c'est l'œuvre, finalement, de tout ce travail d'après-guerre qui a amené à équiper nos villes, nos campagnes, pour avoir, à l'époque, une alimentation qui était pas de qualité, qu'il fallait rendre de plus en plus performante. Donc voilà, c'est une infrastructure qui est filiale d'EDF. Enedis, nous sommes fidèles à 100% d'EDF, mais avec la particularité, c'est que le réseau appartient aux collectivités, à des syndicats d'électricité qui sont 480 actuellement et qui concèdent donc à EDF à partir de 1946, ERDF de 2008 à 2016 et de 2016 à aujourd'hui. Ben voilà, Enedis, c'est une entreprise jeune mais avec une longue histoire derrière. Et je crois que vous portez beaucoup d'innovations. Vous avez une dernière innovation qui a beaucoup parlé d'elle, qui s'appelle le compteur Linky. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce compteur? Alors, avant d'arriver à ce sujet fabuleux et plein de perspectives qu'est le compteur Linky, simplement un petit rappel, c'est que la transition énergétique amène à un déplacement de la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'on était pendant des années, des décennies, sur de l'électricité qui était plutôt descendante, qui partait de moyens de production centralisés, pilotables, dispatchables, et donc avant d'arriver à votre compteur, il y avait une chaîne descendante. Le grand bouleversement des années 2010
2005-2010, c'est en France l'essor considérable des énergies renouvelables qui ont la particularité d'être décentralisées, diffuses dans les territoires. Des centaines de milliers de sites sont apparus et ces sites, il faut les raccorder au réseau. Et donc ça veut dire qu'on a un mouvement qui là n'est plus descendant mais ascendant, et le réseau il se retrouve aujourd'hui challengé en étant la plateforme qui doit gérer cet ensemble de flux qui sont de plus en plus complexes. Ça suppose de l'intelligence, ça suppose des objets connectés de plus en plus pour permettre de suivre, piloter l'ensemble des flux électriques, et ça suppose aussi bien entendu le fait que chacune et chacun en tant que consommateur doit pouvoir, à partir des données qu'il aura sur le fonctionnement de son compteur, de son alimentation, pouvoir devenir acteur du système. C'est pas évident, ça prendra du temps, ça prendra peut-être plusieurs décennies, mais c'est le changement qui amène à être plutôt passif, à devenir un consommateur actif, efficace et consommant de plus en plus intelligemment son électricité. Et du coup, réduire sa facture d'électricité. Comment? Et du coup, réduire sa facture d'électricité. Bien entendu. J'entends pas? Ah, très bien, on va parler avec Madame tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Donc du coup, ça permet de réduire sa facture d'électricité. Comment les communes, départements et régions contribuent-ils à l'amélioration de l'attractivité de leur territoire en termes de transition énergétique selon vous? Autre phénomène, j'évoquais tout à l'heure l'arrivée des renouvelables, autre phénomène qui a un changement profond, c'est que la politique énergétique, notamment en France, elle a été plutôt portée par les États. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de collectivités, des mairies, des départements, des régions, s'emparer du sujet, avoir aussi des compétences. Les régions, par exemple, font aujourd'hui des schémas régionaux en matière énergétique. Et donc, on voit de plus en plus le fait que le sujet politique, il se rapproche du terrain, il se rapproche des citoyens. Et donc, ça, c'est un changement aussi, mais qui n'est pas vrai qu'en France. Dans tous les pays dans le monde, Michel Sabon aurait pu en parler tout à l'heure, la montée du fait local, la volonté de se réapproprier au niveau des collectivités le sujet énergétique, c'est aussi le changement du XXIe siècle. Alors justement, vous abordez cette question dans votre livre. Est-ce que vous pouvez toucher quelques mots sur votre livre et quelles sont ses conclusions? L'idée du livre, qui est dans le sous-titre, c'était pour des réseaux électriques solidaires, c'est que dans la réappropriation des politiques énergétiques par les collectivités, on entend parfois un discours, et d'ailleurs ça a été traduit par la loi, concernant les territoires à énergie positive, concernant une approche où finalement chacun à l'aune de sa ville, de son territoire, créerait une sorte d'équilibre parfait, magique, lui permettant de régler l'ensemble des inconnus. C'est peut-être un peu court comme raisonnement. Pourquoi? Parce que l'histoire des réseaux, c'est l'histoire de la solidarité des échanges entre territoires. C'est-à-dire l'Allier ou tel autre département français peut à un moment donné être en surproduction. Et puis l'intérêt du territoire adjacent sera de profiter de cette surproduction, y compris d'énergie renouvelable. Et puis par ailleurs, à un autre moment, on sera en carence dans telle ou telle ville. L'évolution en France des smart cities, des grandes villes, va amener à des métropoles de plus en plus consommatrices. Si d'un côté on a des métropoles augmentant leur consommation d'électricité et de l'autre des territoires ruraux qui sont uniquement des territoires où on produit, on peut créer un phénomène de société, un phénomène de refus, des phénomènes qui dans les territoires ruraux ou dans les villes moyennes peuvent mener à un sentiment d'abandon. Donc voilà, faisons attention aux grands équilibres. Le message de mon livre, c'est que l'intérêt de penser l'électricité ou l'énergie en réseau, c'est de penser les équilibres, les solidarités entre les espaces. C'est vrai au niveau français, mais c'est vrai au niveau européen. Cet après-midi au Havre, ou ce matin plutôt au Havre, techniquement, je ne peux pas vous dire si l'électricité qui arrive et qui nous éclaire, elle vient de France, d'Allemagne, du Maroc. On est relié avec le Maroc à travers un câble à courant alternatif. Elle vient peut-être de Turquie. Ne le répétez pas, mais l'interconnexion entre la Turquie et l'Europe s'est faite en 2010-2011. Et donc aujourd'hui, on a à travers un système interconnecté des échanges qui se font à la vitesse de la seconde. Comprendre ça peut nous permettre de ne pas voir le sujet uniquement sous l'angle de son clocher. C'est bien que dans un espace dédié, il y ait débat politique, il y ait écoute des citoyens, il y ait arbitrage et choix fait par les élus, mais ça doit aussi se penser chaque fois avec une échelle un petit peu supplémentaire qui est lever le microscope et voir comment à côté on peut générer des phénomènes d'écoute et d'échange. Un enjeu planétaire. Merci beaucoup.
Et je répondrai à madame tout à l'heure. Oui, parce que je crois que le principe, c'est qu'on a un échange avec la salle. Donc ça me ferait grand plaisir qu'on puisse avoir un échange avec madame. On vous a entendu, on répondra à vos questions. Myriam Maestroni, vous êtes présidente d'économie d'énergie. Alors, je suis un peu bluffée par cette réussite, parce que c'est une start-up qui est maintenant plus une start-up, parce que même si ça date, elle est toute jeune, votre entreprise, elle date d'il y a 5 ans, vous êtes 200. Qu'est-ce que économie d'énergie, s'il vous plaît? Alors déjà, bonjour à tous. Je commence toujours par dire que je suis en phase de rédemption, comme quoi on peut tout changer, puisque j'ai passé 20 ans dans le pétrole et le gaz avant de démarrer économie d'énergie, qui effectivement est une entreprise qui a beaucoup grandi. Et économie d'énergie est aujourd'hui une plateforme de plateformes, puisque nous avons 82 plateformes mises à disposition du grand public, avec diverses fonctions. Et nous travaillons sur l'idée de transformer un usager de l'ancien monde en un consommateur-producteur, éco-consommateur-producteur, c'est-à-dire que nous sommes tous concernés. Comment? Eh bien, quand on parle d'efficacité énergétique, je m'étais rendu compte que c'était un peu confus. On parle de quoi? En réalité, on parle de 5 choses. Il y a 5 leviers pour dépenser moins. Le premier, c'est pouvoir négocier ses contrats énergie. On sait qu'il y a eu un effet de concurrence, donc on a vu apparaître tout un tas d'acteurs, parfois qui nous responsabilisent en disant « mais comment, vous n'avez pas encore changé ?» Peut-être qu'il faut changer, peut-être pas, hein, et puis pour changer, pourquoi? Donc ça, c'est le premier levier, donc veiller à pouvoir réduire notre facture. Ensuite, il y a un deuxième levier qui est celui des comportements. On va appeler ça la sobriété énergétique. Et il est vrai que si nous ouvrons les fenêtres, si nous avons des rideaux, il y a tout un tas de comportements qui vont avoir une incidence. 1 degré sur notre température de chauffage, c'est 6% de consommation en plus. Donc on a des grands programmes avec des grandes sociétés qui vont faire bénéficier les salariés ou des ménages vivant dans des logements publics de ces programmes de sobriété. Ensuite, pour autant qu'on fasse des efforts, j'emprunte à Michel une expression qui lui est chère, on a beau passer des bains à la douche, au bout d'un moment, et chanter des chansons courtes, si on était habitué à chanter des chansons, au bout d'un moment, si on a une maison mal isolée, avec une vieille chaudière, ce qui est quand même le cas, mauvaise nouvelle, d'un logement sur 2 en France, c'est vrai en Europe, donc ça fait quand même 15 millions de logements qui sont en surconsommation dans notre pays, dans des proportions extrêmement importantes, puisque aujourd'hui, les logements dans lesquels nous vivons, 1 sur 2 d'entre nous, vont consommer 6 à 9 fois plus d'énergie qu'un logement qui serait construit sur des règles qu'on appelle les réglementations thermiques 2012, et évidemment qui ne consommerait que moins de 50 kWh par mètre carré par an. Mais du coup, une fois qu'on nous a dit ça, on fait quoi avec ça? Eh bien, on va se poser des questions. Quels travaux je fais? Par quoi je commence? À qui je m'adresse? Comment je finance? À quelles aides ai-je droit et comment je les obtiens? Et quel matériel j'installe? Et en fait, nos services vont répondre à toutes ces questions. Et puis, on a un 4e levier qui est l'optimisation. On a parlé de Linky. On a aujourd'hui des smart meters, des smart thermostats, des smart trucs mûches, patapluche, donc des objets intelligents, mais face auxquels on doit aussi pouvoir savoir faire quelque chose avec ça. Et le dernier point, c'est que depuis maintenant 2 ans, dans notre pays, on peut être consommateur et producteur, donc produire son électricité et la consommer. Il y a 4 millions de logements qui sont éligibles à ce mode de fonctionnement. Tout le monde ne peut pas faire cela. Et en fait, nous accompagnons avec des outils digitaux l'ensemble des services. Et on le fait aux côtés de très grandes entreprises. L'un de nos plus grands programmes, plus anciens programmes, est avec Auchan, donc Ecoprime Auchan. L'année dernière, on avait accompagné 100 000 travaux de rénovation énergétique. Au global, nous aurons accompagné à la fin de l'année 600 000 travaux de rénovation énergétique. Ça fait à peu près 5 milliards de travaux si je parle en euros. Et puis évidemment, dans tous les territoires, des emplois locaux, non délocalisables, qui demandent une montée en compétences puisque les plombiers d'hier ne sont pas les installateurs qualifiés, reconnus garants de l'environnement d'aujourd'hui et de demain. Et le digital, finalement, va permettre des effets d'échelle très importants. Et dans quelques jours, voilà, on a traité avec des banques, avec la Banque Postale, avec la BNP qui propose et aux entreprises, aux PME qui sont souvent un peu dépourvues
ou aux particuliers des prêts. Et dans quelques jours sortira, je ne vais pas tous les citer, mais un programme avec la Poste qui va utiliser ces facteurs partout en France pour aller travailler à cette offre de rénovation énergétique sur les territoires. Vous avez une parfaite connaissance du marché, donc vous informez les consommateurs pour qu'ils deviennent des consommateurs, vous informez aussi les entreprises. À votre avis, quels sont les freins dans les collectivités pour cette transition énergétique? Alors, dans les collectivités, en fait, quand on parle de logement, on parle de trois choses. On parle de l'habitat social, où le sujet est à peu près pris, puisqu'il y a énormément d'investissements qui sont faits dans les habitats sociaux. C'est 4,5 millions de logements en France. On a les maisons individuelles, donc en général, quand on habite dans une maison individuelle, on peut décider soi-même, donc on va aller rechercher souvent sur une de nos plateformes d'ailleurs ce qui peut être fait. Et puis, quand on est dans les villes, on a les copropriétés. Et là, ça devient très compliqué. Un des freins aujourd'hui est clairement l'information des syndics qui vont avoir une fois par an la réunion avec les copropriétaires et le financement des copropriétés. En France, aujourd'hui, on a très peu d'outils disponibles pour financer la totalité des travaux et on ne peut pas faire ça par petits bouts. Il y a quelques exceptions, hein, voilà. Mais en général, je ne vais pas changer mes fenêtres sans en enfermer la copropriété ou si j'ai un chauffage central pour l'immeuble. Donc ça, c'est un frein. Il y a un autre frein aussi qui est lié à des aides. Si je vous dis, je vais vous choquer, une personne sur 4 est prête à faire des travaux en France, est prête à faire des travaux, à condition qu'on l'aide à financer. Et cette aide à financer représente, on a fait des études, 20%. Voilà, je dois faire des investissements, si on me donne 20%, ben, je suis prêt à faire. Ben, je risque de vous choquer en vous disant qu'un Français sur 2 est éligible à des travaux qui parfois sont 100% gratuits. Sauf que ces aides-là, on ne les connaît pas. Pourquoi? Parce qu'on a des aides cumulables, on a les éco-primes adossées au certificat d'économie d'énergie qui sont promues par les énergéticiens. On a le CITE dont Nicolas Hulot a dit en début d'année on va le transformer en éco-prime pour le rendre disponible au moment où on fait les travaux, pas un an et demi plus tard quand on fait sa déclaration d'impôt. Et on a les aides locales. Quand on additionne ces aides-là, ces petits bouts d'ingénierie financière, on arrive à des taux de financement qui permettent, et on le verra sur la plateforme de la Poste, de changer une chaudière pour 500 €. Donc, quelque part, c'est des travaux accessibles à tous. Comment fait-on pour aligner les modalités de mise à disposition de ces financements, puisque là, on a enterré la réflexion sur l'éco-prime, et surtout pour faire en sorte que tout le monde, partout en France, que l'on s'appelle Point Info Énergie ou que l'on s'appelle un de mes noms de plateforme, développe le même niveau d'information pour tous. C'est un deuxième frein, parce que je pense qu'on a tous droit à cette information transparente et compréhensible. Voilà. Il y en a d'autres, je pense qu'il y a tout un tas d'acteurs qui ont été embarqués dans la transition énergétique, des banques, la grande distribution, des énergéticiens, des assureurs. Les agents immobiliers, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle, mais s'il y en a dans la salle, eh bien voilà, ce sera pour eux, sont les premiers à nous présenter le petit papier DPE. Ah, pas de bol, votre maison, elle est en D, en E, en G. Voilà, je mets ça dans le dossier et il n'y a aucune obligation, ne serait-ce que de conseils pour dire aux gens, vous achetez une maison en G, ben voilà ce que vous pouvez faire, parce qu'il y en a des choses à faire. Donc il faut embarquer tous les acteurs, dont ceux qui ont été les premiers à être impliqués là-dedans. Voilà, je m'arrête là parce que je pourrais développer les plein acteurs, d'idées. oui, c'est aussi embarquer les collectivités. Monsieur le maire Laurent Hénard, vous êtes maire de Nancy. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour favoriser la transition énergétique auprès de vos concitoyens? Alors d'abord, on a essayé de faire en sorte que la collectivité soit exemplaire. On a réduit par exemple la flotte de véhicules de la mairie de presque la moitié des véhicules. Et en 3 vagues, les véhicules vont tous passer en électrique ou en hybride. On a déjà un tiers des véhicules qui sont électriques et le programme sera achevé en 2021. On a lancé aussi un programme sur les bâtiments, propriété de la commune, en essayant d'être adapté aux réalités. C'est-à-dire une partie des bâtiments qu'on va gérer parce qu'on fait des travaux très lourds et qu'on peut intégrer dans ces travaux la mise aux normes énergétiques et la meilleure isolation possible. L'objectif est d'aller vers le passif, évidemment. Deuxièmement, on a une corbeille où il y a des investissements à faire et on les délègue en CPE, c'est l'outil
à un opérateur privé. Et puis, on a aussi un marché de prestations simples sur 4 ans, parce qu'on s'aperçoit que ce que vous disiez, voilà, on peut gagner 2 degrés, on n'a pas forcément des gros travaux à faire, mais il y a une gestion très intelligente à faire des bâtiments en fonction de leurs usages. Donc d'abord, être exemplaire, c'est aussi, par exemple, on n'est plus dans l'énergie, mais c'est une démarche globale. La ville est passée entièrement zéro phyto depuis plus de 6 ans. Alors avec une pédagogie évidemment à faire auprès des habitants, parce que ça change par exemple la morphologie du cimetière, qui ressemble de plus en plus à un cimetière américain, et de moins en moins aux habitudes françaises. Deuxième sujet, c'est aider à l'initiative privée. Alors évidemment, on a un travail avec les bailleurs sociaux, ils sont en pointe. On essaye de faire en sorte que le plan local d'urbanisme, la future génération, soit beaucoup plus sévère que l'actuelle sur les objectifs. Mais on essaye de s'intéresser aux particuliers, avec justement ces copropriétés. Donc on a fait un seul service qui traite des questions logement, habitat, travaux des particuliers, sensibilisation à l'énergie, aux déchets, aux questions environnementales, qui s'appelle la Maison de l'Habitat et du Développement Durable, et qui propose le clé en main. Au niveau du diagnostic d'abord, avec des partenaires comme l'ALEC, par exemple, chez nous, hein, l'Agence locale énergie-climat, et qui, derrière, fait le montage, aide dans le montage budgétaire, financier, fiscal, parce que c'est vrai que le problème, ce n'est pas l'existence d'aides, il y a déjà un panel réel, c'est le fait de savoir les additionner pour que les travaux puissent être faits rapidement. Et on a lancé un programme qui s'appelle Coproactif, qui a pour but d'accompagner vraiment les copropriétés, leur permettre d'avoir un diagnostic mis à disposition, leur permettre, si le chantier leur paraît compliqué, que la société d'aménagement qu'a créée avec les banques et les bailleurs sociaux, la métropole, hein, donc notre intercommunalité avec la ville, puisse prendre en main une sorte de maîtrise d'ouvrage déléguée dans la conduite des travaux. Et puis on essaye évidemment de faire en sorte que ce montage intègre l'optimisation des aides. Notamment, on a un partenariat avec la région Grand Est qui gère des crédits européens, qui essaye d'aller le plus loin possible dans la mobilisation des crédits. Enfin, dernière chose, il y a l'évolution des consciences, c'est peut-être le plus important. Donc on a lancé cette année une année de transition écologique, on pourra peut-être y revenir, avec l'université. Et l'implication de l'université est vraiment fondamentale, parce qu'il faut des gens qui soient garants. Vous voyez, si vous avez uniquement les collectivités publiques, ça peut être un peu compliqué. L'avantage de l'université, c'est qu'elle peut organiser un débat, elle peut assumer un débat, elle peut permettre l'expression d'expertise et de contre-expertise. Et c'est indispensable dans ce sujet du débat environnemental en général et énergétique en particulier. On a aussi lancé des petites opérations de sensibilisation. Je vais donner 2 exemples. On fait une fête de l'énergie. Il y a plusieurs milliers de personnes qui viennent, avec tous les professionnels de la question. Et c'est généralement pour les personnes l'occasion d'avoir une sensibilisation, un premier contact, et puis ensuite un suivi. On a organisé des balades thermiques. Alors bon, en Lorraine, l'hiver, un peu frais. Un peu rude. Donc en fait, les gens se promènent avec des lunettes qui permettent d'avoir de l'infrarouge, et donc ils voient comment leur maison ou l'immeuble dans lequel ils ont leur appartement est une passoire thermique. Et derrière, généralement, c'est très efficace pour monter un petit café avec les habitants de l'îlot, rentrer dans le détail de ce qui peut être fait. Dernier exemple, on a lancé une opération qui s'appelle les familles à énergie positive, où là, ce sont des ambassadeurs soutenus par la collectivité et les professionnels de l'énergie qui travaillent dans la durée avec une famille pour aller le plus loin possible dans l'amélioration de sa sobriété énergétique. Et là, l'intérêt, c'est que ça fait bouger les consciences, enfin, les opinions et les comportements. Mais est-ce que, par rapport à toutes ces actions, est-ce que vous voyez un intérêt de plus en plus croissant de la part de nos concitoyens, justement, sur les transitions énergétiques ? Alors on a de la part de nos concitoyens, c'est clair, sur l'enjeu écologique en général, sur l'enjeu énergétique en particulier, parce que derrière il y a un impact de pouvoir d'achat quand même. Hein. Enfin, ça peut améliorer sensiblement la facture, c'est clair, l'alléger beaucoup. Donc il y a une très forte mobilisation. Et là maintenant on rentre dans une deuxième étape, qui est celle que Vichy a engagée largement avant nous, qui est de permettre aux citoyens d'avancer sur le terrain du renouvelable ou des énergies propres. Donc on va nous arriver sur un cadastre solaire, avec une difficulté qui est qu'on est en ville dense, beaucoup de monuments historiques, donc la véritable autorité qui donne le permis ou l'autorisation de travaux, c'est l'ABF, c'est l'architecte des bâtiments de France, c'est pas le maire, donc il y a un travail à faire en amont sur les produits, etc. On va aussi actualiser les données géothermie. Là, l'université est vraiment un partenaire précieux, puisqu'on a la chance d'avoir, on est dans une région thermale, nous aussi, l'Est de la France, et on a de l'eau chaude qui ruisselle dans les nappes souterraines. Donc des opérations de géothermie, l'Alsace s'est beaucoup engagée, on y arrive maintenant nous en Lorraine. Enfin, dernier
dernier exemple qui a son importance, tout ce qu'on fait en matière de chauffage urbain. On a 6 unités de production de chaleur qui sont organisées sur la métropole. On utilise, vous le savez, les déchets qui ne sont pas recyclables et pas triables. On utilise aussi les déchets bois, parce que la Lorraine, c'est la grande région de l'exploitation forestière, avec des industries autour du bois importantes qui produisent des déchets bois. On a aujourd'hui un logement sur 6 qui est raccordé à un réseau de chaleur. Donc une énergie beaucoup plus propre, évidemment, et puis surtout beaucoup moins coûteuse. Et c'est souvent d'ailleurs quelque chose qui intéresse beaucoup les copropriétés, qui sont souvent les premiers ensembles qu'on raccorde au réseau de chaleur. Donc oui, des citoyens qui s'intéressent à l'économie d'énergie, qui s'intéressent aussi à cette idée de territoire autonome que nous on essaye d'expliquer en disant voilà, il faudrait qu'on produise autant que ce qu'on consomme. Après, on est évidemment dans des réseaux d'échange et le but n'est pas d'être autarcique. D'autant plus que dans une agglomération comme Nancy, ce n'est pas possible. Je veux dire, on a des zones industrielles, par exemple, où il y a des pics de consommation liés à l'activité économique. Alors justement, vous avez mis en place la feuille de route pour Nancy 2030. Est-ce que vous pouvez en dire un mot ? Oui, un mot rapidement. On a voulu en fait faire en sorte que le débat qui va arriver sur le plan local d'urbanisme intercommunal, la loi a changé les PLU. Maintenant, ils traitent des déplacements, ils traitent du plan local d'habitat, où est-ce qu'on voit les logements, comment on veut les faire évoluer pour ceux qui existent, qu'est-ce qu'on veut construire. Ils traitent aussi bien sûr de tout ce qui est à mes zones d'activité économique et mode de transport. Donc on a voulu que le PLU soit l'occasion d'un virage écologique dans la ville. Donc avec l'université, on a organisé une année de la transition écologique 2018 avec un comité d'orientation qui est copiloté par l'université et la ville avec une présence de plus en plus importante du secteur économique. C'est aussi l'occasion de montrer qu'il y a un gisement d'activité, de richesse et d'emploi et pas seulement de sens dans ce défi de transition écologique. On a organisé une plateforme de débat numérique, on a déjà un peu plus de 200 contributions, on organise, parce qu'elles ne sont pas terminées, une trentaine de réunions de quartier, et on organise des forums à thème aussi, l'idée étant de mobiliser évidemment les habitants, d'amener leurs idées, de répondre sur leurs propositions, ce qui nous paraît bien, pas bien, de modifier profondément derrière le plan local d'urbanisme la façon dont on va construire, réhabiliter, se déplacer, développer l'activité économique, amener aussi des sujets comme la révolution alimentaire, regarder aussi comment on peut être meilleur sur les biens durables et la gestion des déchets, donc des changements de comportement. Et puis on va terminer l'année avec des appels à projets. On est en train de travailler d'ailleurs avec les établissements de crédit sur le financement de ces appels à projets auprès des entreprises, notamment celles évidemment de la construction et du BTP, et puis appels à projets auprès des associations, parce qu'on veut travailler sur le comportement. L'idée c'est qu'ensuite cette démarche soit évaluée, que la feuille de route à 10 ans qui se retrouvera dans le plan local d'urbanisme et dans tous les documents qui organisent les grandes politiques publiques d'habitat, d'activité, de mobilité puisse être évaluée annuellement. Et donc le partenariat avec l'université, c'est un partenariat de long terme. Ce n'est pas un partenariat en 2018 pour organiser des débats, des forums et des contributions. C'est un partenariat pour qu'on puisse évaluer nos progrès sur la décennie qui commence. Donc l'ensemble de vos partenaires vont vers cet horizon 2030. Alors Frédéric Aguilera, vous êtes maire de Vichy et Vichy est considéré comme un territoire à énergie positive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Oui, bonjour à tous. Effectivement, alors Vichy et son agglomération, puisqu'on a décidé il y a quelques années maintenant de traiter toutes les problématiques environnementales à l'échelle de l'agglomération. Pourquoi, Laurent l'évoquait à demi-mot tout à l'heure, mais c'est vrai que si on se concentre que sur les territoires très urbanisés, on a des complexités pour partir sur de la production d'énergie. D'où notre volonté effectivement d'élargir le territoire. Pour situer Vichy, parce que c'est toujours un peu difficile pour cette ville, pour les habitants qui ne connaissent pas Vichy, pour les citoyens, c'est 25 000 habitants, c'est une toute petite ville, sur un territoire qui est très rural, au cœur de l'Auvergne, donc un territoire, et l'agglomération, c'est 85 000 habitants. Donc on est labellisé depuis quelque temps en TEPOS, donc on n'a pas une volonté d'autarcie, je vous rassure, mais on a effectivement par contre cette volonté et cet objectif d'être, alors on sera je ne pense pas à 100%, on y reviendra peut-être, mais 93% d'ici 2050 d'énergie, de consommation d'énergie renouvelable locale sur le territoire. Alors évidemment, on ne va pas fermer pour autant les frontières autour de l'agglomération. Donc ça veut dire qu'on s'est effectivement lancé sur énormément de projets pour la production d'énergie. Un premier exemple, effectivement, on travaille sur un méthaniseur pour réinjecter du biogaz dans le réseau. Et c'est assez intéressant d'ailleurs, puisque quand on prend à l'échelle d'un département comme l'Allier, il faut savoir que tout ce qui est intrant agricole, on aurait la possibilité de produire 100%
100% du gaz pour la consommation des particuliers pour le département de l'Allier. Alors pas avec simplement ce méthaniseur évidemment, hein, mais on voit bien qu'à l'échelle après mutualisée d'un territoire, il y a des possibilités extrêmement fortes. Donc on est parti sur la production d'un méthaniseur. Nous venons d'être retenus par la Commission de régulation des énergies pour un projet de centrale hydroélectrique il y a maintenant quelques semaines sur un barrage qui était déjà préexistant sur une retenue d'eau au cœur de la ville, ce qui va nous permettre effectivement, d'ailleurs ce projet a été retenu comme le premier en France dans le cadre du dernier appel d'offres, donc c'est un projet extrêmement mobilisateur, extrêmement, je le précise, puisque c'est une rivière à saumon, donc extrêmement protecteur pour l'environnement, puisqu'avec la création, entre autres, de nouvelles passes à saumon, on se lance, par exemple, aussi, on parlait d'autoconsommation sur un projet d'ombrière photovoltaïque sur le parking de notre centre aqualudique, ce qui va nous permettre en autoconsommation de remplir 100% des besoins électriques de notre piscine, de notre centre aquatique. Et puis on a un territoire légèrement montagneux, donc on a aussi des productions par éolienne, donc la création, on en a déjà, hein, mais la multiplication des éoliennes. Donc on est bien parti sur une stratégie de mixte énergétique, hein, on n'est pas concentré sur une source d'énergie renouvelable, mais vraiment avec une stratégie très volontariste pour atteindre cet objectif à l'horizon 2050. Alors justement, en 2011, vous dites que vous avez mis en place un plan climat-énergie-territoire labellisé par l'ADEME. De quoi il s'agit ? Oui, les fameux PCAET. Donc c'est vrai que bon, là, maintenant, tous les territoires de plus de 50 000 habitants sont dans cette démarche-là globalement. Donc effectivement, l'idée, c'est de réduire l'émission des gaz à effet de serre avec différentes étapes, 20% logiquement, en gros, d'ici 2020, et puis bien au-delà, évidemment, à l'horizon 2050. Donc là, c'est pareil. Alors là, deux sources pour économiser ou pour diminuer les gaz à effet de serre. La mobilité, ce n'est pas une source neutre en émissions de gaz à effet de serre, donc on va avoir maintenant, c'est à partir du mois de novembre, la création de 100% de certaines de nos lignes en bus électriques, 100% électriques. Ce qui fait que d'ici la fin de l'année, en fait, plus de 50% des voyageurs sur notre réseau de bus urbains sera véhiculé par des bus électriques. Donc là, c'est un premier impact immédiat dans le cadre de la transformation de notre système. Et d'ailleurs, pour alimenter ces bus électriques, ça c'est par contre une étape supplémentaire, mais que l'on ne va pas franchir immédiatement. On réfléchit évidemment à la production, là aussi, d'énergie photovoltaïque sur le hangar à bus. Et puisque, on le sait, le problème du photovoltaïque, c'est de pouvoir produire au moment où on en a besoin. C'est toute la difficulté. Donc avec un système de piles énergétiques pour en fait effectivement conserver, voilà, exactement. Donc là, ça va être aussi quelque chose d'assez innovant qu'on pourra même, puisqu'on aura ces piles, réinjecter dans le réseau si on a des surplus pour les besoins d'autres entreprises. Donc ça, c'est le premier point. Évidemment, comme l'a expliqué Laurent au niveau de Nancy, donc toutes les stratégies en direction des habitants pour les économies d'énergie sur l'habitat. Alors on a une maison de l'habitat où on a une plateforme énergétique où on essaie de conseiller au-delà de l'OPH et de l'ANA, on essaie de conseiller les habitants pour les différents dispositifs, pour essayer de rentrer dans une dynamique positive comme vous l'expliquiez, parce que les habitants sont complètement démunis face à tous les dispositifs, vous l'avez très bien expliqué. Donc là, on est dans une démarche effectivement assez incitative. Et puis on a eu une démarche il y a maintenant 1 an et demi en direction de nos communes où ça s'appelait la démarche Cocon, où on a incité les communes à isoler les combles perdus dans la plupart des bâtiments. Et Dieu sait que dans les écoles, dans les mairies et surtout en zone rurale, il y en a énormément. On a en très peu de temps, quasiment moins de 20 mois, isolé près de 18 000 mètres carrés de combles. Et ces bâtiments, on constate immédiatement, puisqu'on a déjà eu un hiver passé, une réduction de la consommation assez considérable. Et l'objectif, c'est moins 40% de consommation sur ces bâtiments. Avec un système, du fait d'avoir massifié la démarche,
de la possibilité d'appeler des financements, des fonds européens, des certificats d'énergie et j'en passe, ce qui fait que pour les communes rurales, c'était une opération extrêmement faible en termes sur le plan financier. Donc là, c'est une opération qu'on continue, mais qui est forte. Donc tout ça dans cette logique de diminution de la consommation des gaz à effet de serre, de production de gaz à effet de serre. Pardon. Mais alors, est-ce que vous pensez que Vichy pourrait être autonome? Ça, c'est intéressant de savoir si un territoire tel que Vichy peut être autonome. Alors c'est un objectif, mais je le redis une deuxième fois, je ne veux surtout pas heurter. L'objectif, c'est pas d'être en autarcie. C'est ambitieux, évidemment. Donc on s'est fixé 93%. C'est pas totalement de l'autonomie, mais même 93, 100%, peu importe. C'est extrêmement ambitieux, certes, mais en tout cas, je citais sur le biogaz la possibilité à l'échelle du département de produire en fait 100% de nos besoins pour tout un département. Je pense sincèrement qu'au niveau de l'agglomération, alors il faut qu'on se donne des outils. On est en train de créer une SEM énergie qui va pouvoir rentrer au capital d'un certain nombre de SEM de projets énergétiques sur tel ou tel sujet. Enfin, il faut se doter d'outils extrêmement forts et avoir une ambition forte sur la durée. C'est un peu la difficulté, c'est d'avoir des politiques un peu sur la durée sur ces sujets-là, sinon c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Mais je pense que c'est atteignable, oui. Merci beaucoup. J'accueille Jules Léla, directeur exécutif, Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire. Alors, quel est le rôle de cette Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, s'il vous plaît? Bonjour à tous, merci. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, comme vous l'entendez par le nom, regroupe les 31 régions de Côte d'Ivoire et les 2 districts autonomes, qui sont la capitale économique Abidjan et Yamoussoukro, la capitale politique. Alors, la plateforme existe il y a environ 5 ans. D'ailleurs, l'inspirateur est passé tout à l'heure, le président du Sénat, son excellence Jeannot Ahoussou-Kouadio. Et donc, la plateforme a été mise en place pour constituer un cadre de mutualisation, de concertation et constituer une sorte de force de proposition par rapport à l'État, parce que vous savez que la Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique au sud du Sahara, et le processus de décentralisation n'est pas achevé. Et dans ce cadre-là, nous avons pour une première mission de faire le plaidoyer auprès des décideurs pour renforcer ce processus-là afin qu'il y ait un transfert effectif des compétences avec les ressources subséquentes. Le deuxième axe, pour permettre à ces collectivités-là de mieux s'approprier leur mission, c'est de renforcer les capacités, aussi bien des élus que des cadres territoriaux. Et dans ce cadre-là, comme nous sommes des collectivités de récente naissance, comme je pourrais le dire, on joue beaucoup sur la coopération pour pouvoir nous inspirer des expériences réussies ailleurs et donc développer un réseau de partenariats. Et enfin, en filigrane, au niveau de toutes ces actions, c'est de veiller à ce que ces territoires puissent assurer l'équilibre entre le milieu urbain et le milieu rural, parce que la région couvre ces différents milieux-là. Il est important pour nous, dans ce développement-là, d'assurer un équilibre pour s'assurer que l'urbain ne supporte pas tout le poids avec tous les problèmes qu'on connaît. Alors, comment justement les collectivités s'impliquent-elles dans cette transition? Vous avez évoqué quelques exemples. Vous pouvez nous en donner? Oui, dans le cadre de la transition énergétique, il y a des projets qui sont initiés au niveau des différents territoires. Et ces projets-là tirent leur essence des potentialités locales. Alors, à ce niveau-là, on pourrait donner des exemples au niveau, par exemple, de la valorisation des déchets ménagers et également de la biomasse locale. Il y a des projets qui sont initiés. On a 2 exemples, par exemple, qui sont de la région de l'Ogibois et puis le district autonome de Yamoussoukro, qui ont mis en place, avec notre accompagnement, avec notre partenaire du R20, dont la présidente d'honneur est là. D'ailleurs, on a une convention de partenariat avec le R20, justement pour promouvoir l'efficacité énergétique et la promotion des énergies renouvelables. Et donc, dans ce cadre-là, depuis Bonn, la dernière COP, on a signé 2 conventions de partenariat avec des partenaires techniques et financiers pour la mise en place de dispositifs dans ces 2 collectivités-là pour justement valoriser ces déchets, d'une part
avoir produit de l'engrais, puisque la Côte d'Ivoire est un pays agricole, ça permet donc de développer l'économie locale. Et puis par ailleurs, de créer des briquettes qui permettent d'avoir une source d'énergie propre, puisqu'il y a des foyers améliorés qu'on met en place, et vous ne pouvez pas imaginer l'impact en termes de santé publique. Voilà. Alors, c'est l'heure de conclure cette table ronde. J'aimerais très rapidement que chacun s'exprime en fait quel est en fait le levier de réussite pour cette transition énergétique écologique. Très très rapidement. Je sais, on n'a plus qu'une minute. Alors, je pense que l'un des facteurs de succès, et nous l'avons évoqué là autour de cette table ronde, c'est justement que toutes les forces se mettent ensemble, que ce soit les collectivités, les bailleurs sociaux, les banques, les entreprises, et qu'ensemble, nous avons des partenariats pour construire ensemble une croissance durable et positive de l'économie, évidemment normande, avec les entreprises normandes, mais aussi avec les entreprises françaises et puis les entreprises internationales. Nous l'avons vu sur notre territoire, vu que la Normandie est la deuxième région qui attire le plus d'entreprises, qui est le plus ouverte vers l'international. Il nous faut avoir une vision transverse et une ouverture vers l'extérieur. So, if you have a project or you need a... Si vous avez un projet ou si vous avez besoin d'un financement, si vous avez besoin d'être connecté aux bonnes personnes. Pierre Develay, s'il vous plaît. Pour rebondir oui, sur, sur la belle formule de ma voisine, moi j'aurais envie de dire en conclusion que l'important c'est peut-être de penser, de continuer à penser global, de regarder par exemple de manière extrêmement lucide le fait que M. Trump redémarre le charbon de manière active aux États-Unis, de voir que l'Australie se retire des accords de Paris alors qu'elle avait été signataire en décembre 2015 de la COP21. Donc continuer à penser global et en même temps, l'exemple des deux communes tout à l'heure l'a montré, agir local. Ça veut dire que la transition, ça passe par les territoires, ça passe par les initiatives et encore une fois, ça passe aussi parfois par les infrastructures, les réseaux qui relient ces différents territoires. Myriam, très très rapidement. Alors moi j'ai envie de vous dire que tout compte, dont nous sommes tous acteurs. Chacun fait sa part. Voilà, chacun fait sa part. La deuxième, pourquoi? Parce que l'urgence est telle qu'il faut accélérer. Pour accélérer, je pense qu'on doit avoir un État exemplaire, et je suis ravie d'entendre ce que j'entends de la part de mes voisins, et un État qui assure une stabilité juridique, parce que si je dois accélérer sur des petites routes où il y a des stop and go, et c'est plus difficile que d'accélérer sur une autoroute. Et puis, je pense qu'il faut être persuadé que le défi est grand, et que nous ne le relèverons que tous ensemble, en y croyant, avec beaucoup de psychologie positive et de leadership. Et je suis d'accord, il y a urgence. Laurent Hénard, maire de Nancy. Oui, moi j'insisterai sur la transformation des consciences. Voilà, je trouve qu'il y a un éveil dans l'opinion, il y a un éveil chez nos concitoyens. Il faut l'encourager, il faut le dynamiser, et il faut être vraiment ambitieux sur ce sujet-là. Parce que souvent en France, on aime bien déléguer à la technologie, à des sachants, à des systèmes organisés, le fait de régler nos problèmes. Là, on a la chance d'avoir des consciences qui se portent sur ces sujets d'énergie et d'environnement. On a des Français qui sentent qu'il faut changer profondément. Il faut encourager ça. Merci infiniment. Frédéric, maire de Vichy. Oui, ça a été évoqué. Je pense que le premier point, c'est cette notion de stabilité des dispositifs, où on a eu trop par le passé pour reprendre l'expression, des stop and go, et ça c'est vraiment extrêmement compliqué. Je me souviens d'une année où on avait encouragé les habitants à se lancer dans de la rénovation énergétique, et en cours d'année, les dispositifs d'aide et les montants d'aide ont changé, et évidemment ça casse tout. Donc si on veut avoir la mobilisation de nos concitoyens, il faut qu'il y ait un engagement dans la durée, puisque tout passera évidemment par l'engagement de nos concitoyens. Jules, je suis heureuse que vous terminiez cette table ronde pour conclure. Oui, merci bien. Je vais capitaliser des éléments, mais je voudrais dire qu'il y a 5 éléments qui sont aussi pour nous des facteurs de succès. On l'a évoqué, la prise de conscience, ça c'est indéniable. Réfléchir global, agir localement, c'est important. Et c'est pour cela que nous, dans l'accompagnement, on fait en sorte qu'il y ait une cohérence au niveau des politiques locales avec le cadre national. Et dans le cadre de l'agenda 2030, l'agenda 2063 de l'Union africaine, également on fait en sorte que ce lien soit établi au niveau national déjà, mais au niveau local, nous devons veiller à ce que les plans climat-énergie qui vont être mis en place soient en cohérence avec ce thème-là. L'autre élément, c'est le partenariat. Partenariat à deux niveaux.
déjà que les acteurs, tous les acteurs au niveau local, créent un cadre de synergie d'action pour arriver à assurer effectivement cette transformation-là. Et puis, au niveau international, on ne va pas recréer l'eau chaude. Donc, il faut qu'on s'inspire des expériences réussies ailleurs. Et enfin, je reviens sur l'élément stabilité institutionnelle, parce que dans nos pays, c'est important. Quand on a des dispositifs embryonnaires, il faut qu'on ait la possibilité de les mener à maturité pour que ça produise les résultats escomptés, pour véritablement impacter la vie de nos populations. Merci infiniment chacun d'entre vous. J'espère qu'on vous a un peu éclairé. Merci beaucoup. Je prends une photo quand même. Attendez, je vais prendre une photo. Merci. Ah, voilà, j'ai mon micro fonctionne. Merci beaucoup, merci à tous. Alors moi, j'ai adoré cette table ronde parce qu'on a parlé rénovation énergétique. Saint-Lorraine, restez avec moi 30 secondes. On est déjà très en retard, mais je ne vous prends pas pour parler de rénovation énergétique. Venez, venez. On a parlé rénovation énergétique et ça, c'est un enjeu majeur, majeur, majeur de sobriété énergétique, de transition écologique et solidaire. Et c'est très important. Je vous garde 30 secondes parce que vous savez, on va se voir bientôt. On va se voir dans une dizaine de jours, enfin vous ne le savez peut-être pas encore, mais c'est à votre agenda, pour le basculement de la ville de Nancy dans le dispositif Mon Resto Responsable que défend la Fondation, qui est donc un dispositif qui aide la restauration collective à passer à une restauration de qualité, circuit de proximité, même plus que circuit court, circuit de proximité, avec du bio ou de la production agricole de qualité labellisée. Pas forcément bio, mais en tout cas labellisée. Votre ville, est déjà très engagée dans cette voie. Vous entendez parler des autres sujets sur lesquels vous vous engagez en matière de transition écologique et solidaire. La restauration collective, c'est un énorme enjeu aussi. Je dis ça parce qu'on va manger là, en fait, hein, vous avez compris. Oui, c'est un enjeu au moins pour deux raisons. La première, c'est notamment, je pense, aux scolaires. On touche là les familles les plus modestes et on peut leur apporter un équilibre nutritionnel et les sensibiliser sur des sujets santé. On a imaginé le repas à 1 € en 2014 dans les cantines de Nancy et ça marche, c'est-à-dire on a beaucoup plus d'enfants de familles modestes qui fréquentent la restauration scolaire. Donc il y a un côté justice sociale qui est déjà essentiel. Puis deuxièmement, vous le dites, il faut travailler avec l'écosystème. On a pris l'objectif de développer par exemple le bio. Donc on va passer de 10 à 25% progressivement. On est à 15 à cette rentrée-ci. Et on le fait avec la Chambre d'agriculture pour que notre bio, il ne prenne pas l'avion évidemment. Absolument. Mais qu'il soit produit en Lorraine, si possible, dans un rayon de 30-50 km autour de Nancy. Et ce travail-là est fait effectivement depuis maintenant plusieurs années. Et on veut l'accélérer parce qu'on a tous envie de donner des résultats simples et concrets dans la vie des habitants en matière de transition écologique. Et ça, c'en est un beau. Eh bien, merci beaucoup. Et grâce à la ville de Nancy, le dispositif Mon Resto Responsable va compter plus de 500 restaurants engagés. Donc, j'en suis particulièrement heureuse. Merci, à bientôt. Merci à vous. Pause déjeuner et on se retrouve pour la suite de nos débats. Merci.